Alors, nous allons avoir la deuxième partie de ce colloque de restitution qui se fera en 3 présentations. Les 2 premières présentations portent sur les vasières de la baie de l'Aiguillon et la 3e portera sur les espaces naturels de la pointe de l'Aiguillon. La première présentation porte sur des travaux expérimentaux de la restauration des vasières par le retrait, alors ça j'adore, ça c'est mon petit moment préféré, sur le retrait des gisements d'huîtres sauvages appelés localement des crassas. Alors les crassas, je pense qu'à part nous dans cette salle, personne n'utilise ce mot. J'ai découvert l'existence de ces résidus. Donc cette étude a été menée par la baie et conduite par la LPO en partenariat avec les représentants conchilicoles je ne sais plus comment on dit, pendant 3 saisons. On va commencer par une vidéo qui va lancer ce sujet, qui s'appelle « Les crassas, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Attention, je tiens à vous prévenir que cette vidéo contient des images et des propos qui peuvent choquer les plus jeunes. Accrochez-vous, ça envoie, on peut lancer la vidéo. Top à la vachette. Les crassas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des monstres marins issus des rejets de glyphosate? Non. Les tas de mégots laissés sur la plage? Oh, c'est cracra ça, mais pas crassa. Un surnom donné aux pratiquants du ventriglisse de vasière? Mais non, 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 non. Les crassas ou bedas sont les gisements sauvages d'huîtres japonaises qui profitent des tables ostréicoles et pieux de bouchots abandonnés. Ah oui, avant ça, revenons un peu en arrière. Dans les années 1850, on plante des pieux de bouchots pour capter les moules et les tables pour les huîtres. Pour plus de rendement, dans les années 1860, les ostréiculteurs importent des huîtres portugaises qui vont remplacer l'huître plate, frappée par une maladie dans les années 1920. Dans les années 60, la prolifération d'un parasite et un problème d'envasement forcent l'abandon des concessions mytilicoles et ostréicoles les plus en aval de la baie. Malheureusement, à leur tour, les huîtres portugaises vont subir un événement tragique forçant les ostréiculteurs à importer l'huître du Japon dans les années 70. Les anciennes concessions abandonnées sont une aubaine pour les nouvelles arrivantes. Les huîtres sont sans pitié, une bataille pour la lumière qui les pousse à s'agglutiner les unes sur les autres. Bon, ce n'est peut-être pas aussi épique que ça. Pour vérifier à qui profitent les crassas, un inventaire est réalisé. Balanes, crabes asiatiques, amphipodes, vers polychètes, la biodiversité est riche. Mais attendez, mais oui, on a clairement une biodiversité de récifs et de vasières. Alors qu'on devrait trouver ici seulement une biodiversité de vasières. Et autre problème, il s'agit essentiellement d'espèces exotiques introduites. Alors, une expérience est menée par la réserve naturelle pour voir si le retrait des crassas laisserait la vasière reprendre ses droits. L'objectif, restaurer plusieurs dizaines d'hectares de vasières. Mais qu'est-ce que... On avait prévu une pelleteuse, mais pourquoi pas? Merci l'Europe. À marée basse, les crassas sont déstructurés. Les pieux et tables sont retirés. Autrement dit, basta les crassas, baby. Les coquilles sont récupérées et ensuite broyées. Une petite partie est recyclée pour faire du compost et du matériau de remblai. Le reste retourne à la mer emporté par le courant de la Sèvre. Un suivi de la biodiversité benthique est mis en place afin de vérifier que la faune de type récif va bien laisser place à une biodiversité de type vasière. Il faudra plusieurs années pour avoir le résultat de l'expérience. Et il réservera peut-être des surprises. Non, pas celle-là, non. Apparemment, ce décrassage fait déjà plaisir à certains. Elles sont top ces vidéos, bravo. Pour nous parler des travaux expérimentaux qui ont été menés sur la restauration des vasières dans la baie de l'Aiguillon, je vais demander à Louise Froux, qui est chargée de mission Live Baie de l'Aiguillon, Réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon et de la LPO, de me rejoindre sur scène. Louise, tu es là.
ainsi qu'à Jean-Pierre Guéret, qui est conservateur de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon et de la LPO, et à la LPO. Ah, mais c'est vous, vous êtes... Mais oui, on a bu des coups hier soir. Eh ben, c'est à vous. Je vais vous inviter à prendre un micro. Celui-là, je le garde, mais celui-là, il est pour vous, afin qu'on vous entende bien. Et bien entendu, vous avez votre petite télécommande. Voilà. On vous a applaudi ou pas? Merci. Non, on les applaudit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va vous faire un petit bilan complémentaire à la vidéo concernant l'expérimentation de restauration de vasières qu'on a conduit sur la baie. Alors, tout d'abord, pour reposer le cadre, donc la baie de l'Aiguillon, c'est une immense vasière présalée donc, qui fait 5000 hectares, avec la pointe de l'Aiguillon ici, La Rochelle, nous sommes légèrement en dessous. Donc on a à peu près 1100 hectares de présalés et 3800 hectares de vasières. C'est une réserve naturelle qui a été créée avant tout pour son intérêt pour l'accueil des oiseaux d'eau migrateurs hivernants, qui ont fait pour certaines espèces le premier site français. Donc il y a en fait deux réserves naturelles, hein. Une côté Vendée, créée en 1996, et une côté Charente-Maritime, créée en 1999. Et on travaille en cogestion du coup LPO-OFB, mais sur l'ensemble de la baie, avec un seul plan de gestion, un seul comité consultatif. Et c'est une réserve sur laquelle on a également des activités humaines, notamment la mytiliculture, on en a parlé tout à l'heure, et la fauche de présalé. Alors, le contexte, c'est que ces gisements d'huîtres, en fait, ont plusieurs impacts sur la baie de l'Aiguillon, notamment une perte d'habitat, où on a effectivement 400 hectares à peu près de vasières qui sont colonisés par les huîtres. On a un rôle de piège à sédiments, c'est-à-dire que ces gisements sauvages créent une zone qui favorise la sédimentation. On a une modification locale de la courantologie. Et on a une concurrence en fait, de ces coquillages-là avec nos bivalves de chez nous. D'où l'idée de prévoir une action au plan de gestion qui se termine, le plan de gestion 2013-2022, qui visait à expérimenter la restauration de vasières. Alors on a effectivement 400 hectares sur les 3800 qu'on a de vasières qui sont colonisées à ce jour par les huîtres. Cette colonisation, elle augmente tous les ans, hein. Les huîtres poussent les unes sur les autres, donc les surfaces colonisées augmentent tous les ans. L'objectif du LIFE était de restaurer une centaine d'hectares, donc de manière expérimentale, en enlevant les anciennes structures de culture marine, parce que l'idée c'est d'éviter il ne faut pas laisser de support dur pour éviter qu'il y ait de nouveaux captages, de nouvelles colonisations. Donc on avait 3 sites d'intervention, un sur la pointe de l'Aiguillon, un petit site sur le canal de Luçon, et puis un secteur sur Charon également. Alors en étape préalable, il a fallu réaliser une étude d'incidence loi sur l'eau Natura 2000, un peu classique, qu'on a confiée au bureau d'études Créocéan. Il a fallu ensuite dénoncer les concessions conchilicoles qui étaient encore en place. Et tout ceci a donné lieu à un arrêté interpréfectoral, du coup, fin décembre 2018, pour qu'on puisse engager les travaux. En étape préalable, il a également été réalisé une analyse topographique de la vasière. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, ça sera l'objet d'une intervention un petit peu plus tard. Mais juste pour vous signaler qu'on a effectivement une accrétion en baie, on a du sédiment qui arrive tous les ans, de l'ordre de 300 000 m3 par an à peu près, et que les zones colonisées par les huîtres ont un taux de sédimentation 2 fois supérieur au reste de la vasière. D'accord ? En étude préalable, nous avons également réalisé une étude sur la macrofaune benthique avant et après travaux pour s'assurer qu'on retrouve bien un habitat de vasière. Donc ça a donné lieu à des prélèvements à la fois sur la vase et à la fois sur les gisements d'huîtres. Donc on a une richesse quand même assez importante avec à peu près 80 taxons qui ont été inventoriés sur les zones d'huîtres. C'est 2 à 4 fois plus élevé que les zones de vase nu en termes de diversité. Et on a à peu près 15% d'espèces qui sont des espèces exotiques. Alors comment retirer ces gisements d'huîtres ? Dans la bibliographie qu'on a réalisée avant de s'engager, on a trouvé différentes techniques. Il y avait du broyage en surface qui se faisait à l'aide d'une dameuse principalement. On a également eu des destructions par dragage qui étaient ensuite montés sur des navires et puis relargués en haute mer. On a eu aussi de la déstructuration sur place et le fait que ces amas d'huîtres soient enfoncés dans la vase, etc. Mais dans la majeure partie de ces retours d'expérience, les huîtres ont recolonisé les sites. Donc on a, nous, choisi de broyer sur place en fait, les coquilles le plus finement possible pour ne pas laisser de support fixe et dur.
Donc on a travaillé à marée basse sur des coefficients supérieurs à 60 pour avoir un temps de travail suffisant qui était de l'ordre de 4 heures, 4-5 heures par jour et par marée. On n'a fait que les marées de jour, on n'a pas fait les marées de nuit. On a négocié un calendrier avec les professionnels, notamment pour ne pas entrer en concurrence avec leurs périodes sensibles, notamment les périodes de reproduction pour les moules. Donc on travaillait en fait l'hiver, nous, quand il faisait beau, chaud, et les journées sont longues et qu'il n'y a pas de tempête, quoi, entre septembre et février de chaque année. On a travaillé à différentes profondeurs. L'idée de ce test, c'était aussi de travailler à différentes profondeurs pour savoir si c'était utile ou pas de descendre chercher les huîtres basses. Donc en fait, on a travaillé, il y a une petite erreur sur la diapositive là, on a travaillé à 1,20 m, à 60 cm et pas 160, et à 40 cm de profondeur sous le sédiment pour être en mesure d'évaluer si ça vaut le coup d'aller chercher bas ou pas. On a retiré l'ensemble des tables et des poches, voilà. Et suite à une consultation ouverte, donc c'est l'entreprise Trésance TP, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que du coup il est positif au Covid, qui avait été retenu et qui a collaboré avec l'entreprise SAS CTAT, André Tempero, qui nous parlera tout à l'heure des machines qu'il a développées. Alors ça, c'est la première machine qui a été réalisée. Donc c'est une barge flottante en fait, avec une tourelle de pelleteuse, un godet qui ressemble à un godet de marais. Donc les gisements d'huîtres étaient pris au godet et puis passés dans un broyeur thermique qui est alimenté par un moteur thermique pour broyer les coquilles. Monsieur Tempero a créé une autre machine, du coup une seconde machine qui nous a servi pour les 2 autres hivers de chantier, qui n'a rien à voir avec la première, mais qui elle est équipée d'un broyeur frontal en fait, qui descend dans la vase, et la machine du coup est propulsée par des vis sans fin qui lui permet d'avancer sur le gisement et de broyer au fur et à mesure de l'avancement. Alors en termes de résultats, le premier hiver sur lequel on a travaillé 84 marées, on a restauré à peu près 26 hectares de vasières et on faisait en moyenne 80 mètres par marée. Donc c'était pas énorme. On a retiré 11 tonnes de ferraille. Le deuxième chantier, donc dans le deuxième hiver, on a travaillé 41 marées, ce qui nous a permis de restaurer à peu près 80 hectares supplémentaires. Et là, on a plus que doublé en fait, l'efficacité avec cette deuxième machine. Donc le rendement était bien meilleur. On a été aidé sur ce deuxième chantier là, par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et le dernier chantier, qui s'est terminé en novembre l'année dernière, on a fait 33 marées, donc toujours avec cette deuxième machine. Et on a du coup eu des financements complémentaires dans le cadre du plan de relance. Donc au final, on a travaillé 158 marées sur ce programme-là. On a retiré 34 tonnes de tables ostréicoles. On a broyé à peu près 42 000 m3 de coquilles d'huîtres pour restaurer 118 hectares de vasières, arrondi à 120 par mon directeur ce matin. Mais ça représente en fait 7,6 hectares de gisements purs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces gisements d'huîtres sont parmi la vase. Donc si on détourait, c'est ce qu'on a fait, si on détourait uniquement les gisements, on arrive à 7 hectares 60. Voilà. Donc ça fait un coût moyen de 12 € du mètre cube broyé et de 5 200 € à l'hectare de vasières restaurées. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. Alors je vais laisser la parole à ma collègue Louise qui va vous présenter la suite des résultats. Merci Jean-Pierre. Alors du coup, déjà on a voulu vous illustrer un petit peu par des photos à quoi ça ressemblait ces travaux. Donc là sur cette photo, on a une vue aérienne sur la deuxième machine, donc celle qui avance en broyant les gisements d'huîtres. Et donc en fait, on voit ici quand même, on a des lignées, donc ce qui représente le avant en fait des gisements d'huîtres. Là, on voit un petit peu de ferraille. Et là ici, on a la trace de ce que ça donne après, lorsque la machine est passée. Et ici également le tracé de la machine. Donc là, on change de secteur. Avant, c'était le secteur de Charron. Là, c'est le secteur de la Pointe de l'Aiguillon en Vendée. Donc là, on peut observer ces lignes droites en fait, d'anciennes tables à huîtres avec les gisements d'huîtres qui ont colonisé. Donc ça, c'est le avant. Et d'ailleurs, là, on voit la machine qui est ici. Donc c'était en tout début des travaux, là, en 2019. Et après, voilà ce que ça donne après. Donc on est désolé, c'est pas exactement le même angle que l'autre photo, mais là, ici, on a le canal de l'Arac que l'on retrouve ici. Donc en gros, toute cette zone-là, voilà, tous les gisements d'huîtres ont été retirés. Là, une vue du sol. Donc là, par contre, c'est la deuxième machine que l'on voit, la première machine. Donc voilà, ça illustre un petit peu que les huîtres sont assez volumineuses. Et donc ça, c'est le avant. Et le après, on observe un petit dépôt blanchâtre
puisque parfois il reste des coquilles d'une dizaine de centimètres seulement qui restent sur la vasière après les travaux. Dans le cadre du projet, on a ajouté une expérimentation de recyclage. Donc là, en septembre 2020, le bateau La Traisance est venu récupérer 30 tonnes de gisements d'huîtres pour tester donc le co-compostage avec des déchets verts ou les coquilles comme matériaux de remblai. Et les résultats donnent quelques pistes. Les coquilles pourraient être intégrées en tête d'un processus de co-compostage avec un seuil minimal de 20% de matière organique par rapport à la matière brute. Ces débris pourraient également être utilisés comme matériaux de remblai ou comme sable de décapage coquillé. Après, le facteur limitant, comme vous pouvez vous en douter, c'est que quand on prélève ces huîtres, elles sont pleines de vase, donc elles ne sont pas propres. Il faut les laver, et donc ça peut rendre ce processus de recyclage assez coûteux. Passons maintenant au suivi biologique. Donc, tout à l'heure, Jean-Pierre vous a présenté rapidement les résultats de l'inventaire de la macrofaune benthique avant travaux. On a fait la même chose après les travaux, donc en printemps 2021. C'est Jérôme Jourde qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais qui nous suit, je crois, à distance, qui analyse les données. Là, pour l'instant, on n'a que les premiers résultats. Les analyses sont encore en cours, notamment concernant la granulométrie et la matière organique. Donc, voilà, ce sont les premiers résultats. Donc là, si on s'intéresse aux sédiments meubles, donc les prélèvements de vases, ce graphique, en fait, vous illustre le nombre moyen d'espèces par sous-station. Donc en bleu clair, on a les résultats de 2017 et en jaune-orange, les résultats de 2021. Et on peut voir qu'il y a une tendance à l'augmentation en 2021, qu'il y a plus d'espèces par sous-station. En revanche, on observe que ça concerne également ces zones témoins, donc de P1, P2 et P3. Donc ça suggère un phénomène plutôt potentiellement régional et pas forcément lié aux travaux. En ce qui concerne l'abondance, donc ce graphique vous illustre le nombre moyen d'individus par sous-station, avec en bleu les données de 2017 et en marron les données de 2021. Et on observe là, pour le coup, pas de tendance particulière. En fait, ça va vraiment dépendre de la sous-station. Par exemple, pour Luçon, le canal de Luçon, on a une nette diminution entre les 2 années, alors que pour Aiguillon, on observe une augmentation donc du nombre d'individus. Donc là, je vous répète, là, c'est vraiment les premiers résultats. Donc là, on est en attente de l'ensemble des résultats qui vont apparaître dans le rapport final, qui va sortir d'ici quelques mois. C'est important de se rendre compte que deux suivis ne suffisent pas, d'autant plus que le suivi post-travaux a été réalisé seulement quelques mois après la fin des travaux, au vu du court délai qu'on avait avec la fin du projet. Donc il va être très important de refaire ce suivi dans les années à venir pour vraiment pouvoir conclure sur la dynamique de la communauté de macrofaune benthique, voir comment elle évolue, voir les modifications, etc. Donc là, on a également refait un relevé topographique après travaux. Je ne vais pas vraiment aller dans les détails puisque c'est le sujet de la présentation qui suit par Éric Chaumillon et Laura Olivier. Donc, par contre, je voulais quand même vous faire un petit zoom sur la zone de Crassat. Donc, c'est la zone là, la pointe de l'Aiguillon, en fait. Voilà le zoom. Donc, en fait, là, on a la carte. Là, on a entre 2013 et 2016. Les polygones ici représentent les gisements d'huîtres, donc avant les travaux qui existaient. Et on peut voir que cette couleur rouge, en fait, ça indique une altimétrie positive. Ce qui revient un peu à ce qu'on a dit en début de présentation, que les crassats favorisent la sédimentation, l'accrétion. En revanche, si on regarde cette carte-là, donc, qui compare 2016 à 2021, là, on voit que là où il y avait des gisements d'huîtres, maintenant, du coup, on a une différence négative, on a une altitude négative, forcément, puisqu'on a retiré les gisements d'huîtres. Donc, ça va être pareil, ça va être très intéressant de refaire ce relevé dans 3 à 5 ans pour voir l'évolution de la vasière et de la sédimentologie. On réalise également un suivi de la recolonisation. Donc là, ça se fait tout en fin d'été, en fait, depuis 2020, pour vérifier une éventuelle recolonisation sur les coquilles d'huîtres restantes sur la vasière.
Depuis 2021, on a mis en place un protocole spécifique qui consiste à parcourir 4 transects de 300 mètres avec des arrêts tous les 10 mètres. Et on couvre les deux zones de travaux principaux, donc la pointe de l'Aiguillon et Charron. Et on couvre également les 3 profondeurs de retrait de gisement. Donc plus précisément, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Tous les 10 mètres, on a un cadre de 1 mètre sur 1 mètre. Et dans ce cadre, on va noter le pourcentage de recouvrement de coquilles d'huîtres par rapport à la vase. Et on va également en ramener, s'il y en a, ramener des coquilles d'huîtres au laboratoire pour ensuite voir s'il y a de la larve d'huître qui s'est fixée sur ces coquilles d'huîtres ou non. Donc, je vais vous présenter les résultats de 2021. Donc là, ça concerne premièrement le recouvrement en coquilles. On voit... Donc là, en abscisse, on a le pourcentage de recouvrement de coquilles par rapport à la vase et en ordonnée, le nombre de points échantillonnés. Pour l'aiguillon, donc en rouge, on observe que pour la plupart des points de suivi, on a moins de 25% de débris de coquilles, ce qui est plutôt un résultat plutôt satisfaisant. Il y a eu entre 20 et 24 mois d'écoulés entre les travaux, entre la fin des travaux et le suivi, ce qui a permis au terrain de se lisser. On a vu quand on a été sur le terrain avec Pamela et Jean-Pierre cet été que effectivement le terrain, ça a changé quoi. Parce qu'après les travaux, évidemment avec la pelleteuse qui est passée, on avait des trous, des zones plus basses. Maintenant le terrain se lisse au fur et à mesure sur du temps. Ce qui aussi veut dire que les coquilles d'huîtres restantes peuvent être recouvertes par la vase. En ce qui concerne Charron, là, c'est le résultat un peu plus homogène, avec quand même une tendance à avoir plus de coquilles. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a eu seulement 6 mois d'écoulés entre la fin des travaux et le suivi. Donc on verra par la suite ce que ça donne. En ce qui concerne la présence de larves d'huîtres sur les coquilles d'huîtres restantes, donc là, en fait, pour l'aiguillon, là, on a le pourcentage de points de suivi. On voit que 70% des points, on n'a pas retrouvé de larves d'huîtres sur les coquilles qu'on a ramenées, ce qui est, voilà, c'est plutôt satisfaisant. Charron, on a retrouvé des larves d'huîtres pour tous les points de suivi, mais il est important de noter que c'était seulement des larves de l'année, donc, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont survivre dans le temps. Et aussi, elles vont sûrement être recouvertes par de la vase dans les temps à venir, parce que pareil, je vous rappelle, ça faisait que 6 mois entre la fin des travaux et le suivi. Donc là, c'est pareil, il va falloir, ça va être intéressant de repasser dans tous les ans en fait, pendant au moins 5 ans pour voir comment, s'il y a une éventuelle recolonisation ou non. Donc là, je vais passer la main à André Tempero, qui est donc l'entrepreneur de l'entreprise SAS CTAT, qui a conçu ces 2 machines et qui a fait un excellent travail, qui va du coup vous présenter un peu le développement, l'innovation de ces machines. On peut l'applaudir, André Tempero. Bienvenue. Donc, avant de passer la parole à André, je voudrais un des facteurs, je voulais souligner un des facteurs de réussite de ce projet-là, qui est le fait que André, du coup, a accroché au projet et a développé en fait au fur et à mesure du temps plusieurs machines pour répondre à nos besoins. Et donc, c'est vraiment un facteur de réussite, le fait que l'entreprise est mordue dans le projet et était vraiment intéressée au développement, quoi. Voilà. Merci. Donc, on a une petite vidéo, je crois. Non, il faut que tu t'avances, André. Nous aussi, d'ailleurs. Oui, est-ce qu'on regarde la vidéo avant l'intervention d'André ? En même temps, André va commenter. Allons-y. Bonjour tout le monde. Et je peux aussi dire merci à la LPO d'avoir cru en moi. Donc en fait, c'était un vrai challenge quand même. Hein. Donc le concept était d'arriver à fabriquer une machine qui puisse se déplacer sur des sédiments où quelque part ça ne porte pas un homme. La machine pèse à peu près entre 35 et 40 tonnes. Donc elle glisse sur les sédiments. Le principe était de la faire glisser sur les sédiments. On la laisse en mer à marée montante. Et l'avantage de cette machine par rapport à la première, si vous voulez, c'est qu'on peut régler l'altimétrie des vis. Il faut savoir que dans des sédiments, plus on descend les vis dans le sol, plus on a de la densité. Et on a besoin pour avancer que, comme un boulon rentre dans un écrou, qu'il y ait de la structure à l'intérieur. Donc en fait, quand j'avançais plus, j'avais la possibilité de descendre les vis 1,20 m en dessous de la plateforme. Donc, bon, il y avait toujours des limites, bien sûr, mais ça permettait de se déplacer beaucoup plus rapidement.
là, on n'a pas le cas présent, mais quand on a des tables, parce qu'il n'y a pas partout des tables sous les bancs d'huîtres, mais quand on a des tables, le chaland s'attache à côté de moi, et je mets les tables dessus, sur le bateau, qui repart après, et qu'on ramène ça, toutes les structures métalliques au port. Et une fois que les tables sont enlevées, on peut les repasser à la partie de broyage des huîtres. Voilà. Donc le principe, il est que quand j'avance toute là, j'ai essayé d'être simple. Quand j'avance la motorisation qui est posée sur un chariot sur la plateforme, le broyeur à l'avant descend. Et quand on laisse la machine en mer, on remonte tout l'ensemble pour avoir un équilibre des charges sur la masse, sur le volume. Voilà. Et on laisse la machine en eau, on met une ancre comme un bateau, on la retrouve le lendemain. Voilà. Normalement. Bon, ça faisait partie des choses qui ont un peu bougé. Mais autrement, voilà, bon, il y a toujours des choses à améliorer, mais bon, ça nous a permis de doubler les rendements. On s'est retrouvé à finir la pointe de l'aiguillon dans les bancs qui étaient vraiment les plus gros. Il y avait des bancs qui étaient quasiment 1 mètre au-dessus des sédiments. Donc il a fallu s'adapter dans le fonctionnement. Mais bon, on y est arrivé, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, à voir comment les résultats vont évoluer derrière. Bravo, merci beaucoup André. Merci à vous. Vous avez sûrement des questions. Avez-vous des questions à poser à André, à Jean-Pierre, à Louise? Moi j'ai une question. Ah oui, si, pardon, j'ai pas vu. Je regardais pas. Monsieur, tu vas te galérer en passant par là. Oui, est-ce que si vous pouvez vous présenter aussi, ça peut être intéressant avant de poser la question. Merci. Bon, Loïc Petit, LPO Poitou-Charentes. Les tables d'huîtres étaient installées sur le domaine public maritime. Donc à la fin de leur utilisation, elles auraient dû être enlevées par les concessionnaires. Donc là, vous avez récupéré un travail qui aurait dû être fait précédemment. Voilà. Oui, effectivement, on partage grosso modo cette analyse. En fait, depuis 1992, je crois, il y a une obligation pour les bénéficiaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de retirer leur matériel quand ils s'en vont. Là, on est sur des gisements ou des installations qui sont largement antérieures en fait, à 1992. Et ça avait été aussi l'objet du colloque qu'on a fait en octobre 2020. Mais grosso modo, c'est une lacune partagée des professionnels et des services de l'État qui n'ont pas forcément peut-être à un moment donné mis le curseur assez haut pour que ce soit enlevé. Donc effectivement, soit on restait spectateur devant ce constat-là, parce qu'il y a des secteurs aussi où il n'y avait plus de concessions, hein. Soit on se donnait les moyens d'essayer de les enlever. Et c'est vraiment expérimental dans la mesure où sur des substrats mous comme ça, on n'a pas de retour. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir tester la faisabilité d'une part. Et si toutefois c'était concluant, c'est possible qu'on en engage la suite effectivement sur les 300 hectares de gisement d'huîtres qui nous restent en baie de l'Aiguillon, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est grosso modo, pour la faire courte, on rend service effectivement aux professionnels, hein, voilà. Et on rend service aussi à la nature, je pense. Merci beaucoup. Avons-nous d'autres questions? Non? Personne? Si? Moi, j'ai une question peut-être pour André. J'y connais rien du tout, hein, mais c'est la première fois que je vois un engin avancer avec ce principe. Est-ce qu'il y a d'autres engins qui existaient préalablement à cette nouvelle technologie qui avancent comme ça avec ces hélices? En fait, dans le principe, la première machine sur laquelle, il y a 3 ans, j'ai fait le premier chantier, c'est une pelle. Et j'ai acheté cette machine, je ne l'ai pas fabriquée la première. Je l'ai acheté ça dans les Pays-Bas. En fait, c'est des machines qui viennent des pays de l'Est, où ils se servent uniquement pour aller vraiment sur des sédiments et aller sur des vases. En ce moment, avec cette même machine, je réponds à un marché à Brest pour assécher des sédiments dans un polder. Le polder, il fait 10 hectares. Donc on assèche les sédiments à force de faire des allers et venues. Il est adapté pour démarrer les travaux. Ça a un inconvénient, c'est que ça se déplace très lentement. Alors quand j'ai fabriqué la deuxième, j'ai modifié le format des vis, j'ai augmenté les spires. C'est pour ça que l'avancement des vis, je ne l'ai pas fabriqué, j'ai fabriqué le concept de ce que j'ai fait derrière. En fait, c'est toujours des réflexions par rapport
à une première expérience. Et j'ai encore une question, parce que à marée haute, vous disiez que vous laissiez les engins sur place, mais le marnage est suffisamment... La machine flotte. Ah, la machine flotte, oui, La d'accord. machine flotte. C'est ça que j'avais pas pigé. Ok, La d'accord. machine flotte. En fait, quand j'ai fait mon étude, j'ai travaillé après, j'ai fait valider tout mon projet par un architecte naval pour me valider ma ligne d'eau et puis les fonctionnements, quoi. Donc, je m'étais juste trompé de 2 cm. C'est rien. Non, ça va. Non, À force d'être dans la vase comme ça pendant tout l'hiver, est-ce qu'on a la peau douce? Est-ce que c'était agréable? je dirais que c'est pas la peau, c'est plutôt la peinture qui vieillit mal. Ouais. Mais vous vous portez bien, vous en faites pas. On peut les applaudir si vous n'avez plus Merci. d'autres questions. Merci et bravo pour cette restauration d'espaces naturels.